Alors, il faut commencer d'abord par le constat qu'il n'y a pas vraiment un urbanisme au Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient n'est pas une région uniforme. Donc, cette géographie recouvre des pays dont les économies et dont les structures urbaines qui en ressortent sont très différentes. L'urbanisme dans les pays du Golfe n'a pas les mêmes caractéristiques que l'urbanisme au nord de l'Afrique ou bien au Mashriq, au Levant. Des villes essentiellement produites par la rente pétrolière, par exemple, ne présentent pas les mêmes tendances que les villes secouées par les conflits, comme par exemple Alep ou Sanaa ou Beyrouth. D'ailleurs, l'ouvrage de Hiba Bouakar, Planning Beirut for the War Yet to Come, par exemple, montre les enjeux des villes en conflit. Donc, les villes et leur mode d'urbanisation n'existent pas en dehors des économies politiques qui les produisent, et que ces villes, en contrepartie, viennent renforcer. C'est donc une relation dialectique de la production de l'espace. Par contre, parler de différents urbanismes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendance commune, qui forcément nous conduisent à bien relativiser cet exceptionnalisme de la région MENA, une problématique particulièrement vexante pour le monde arabe que Saad Al-Kazaz traite dans son article The Unexceptional Middle Eastern City. Donc, ces tendances communes ne sont nécessairement pas propres à cette géographie qu'on appelle le monde arabe ou le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord, mais elles prennent des formes assez particulières dans nos villes. Je donne un exemple, la question du mal logement. Donc, le mal logement est une conséquence de politiques publiques qui, loin de voir en l'habitat une question de droit, en font plutôt un marché lucratif pour les promoteurs urbains et l'écosystème financier associé à cette industrie. Aux USA, par exemple, le mal logement se manifeste sous diverses formes, comme le surendettement des classes appauvries et le plus souvent racialisées pour accéder au logement, ou bien par des évictions massives, ou encore par l'explosion des populations SDF. Alors que de nos pays, la question du mal logement prend une autre forme, celle par exemple de bidonvilles, où les évictions peuvent être très prégnantes, par exemple en Égypte, ou quasi inexistantes, le cas en Tunisie. Le plus souvent aussi, la planification urbaine dans la région n'est pas pensée comme une question de production de l'espace. Elle se pratique plutôt comme un exercice technique qui finit par renforcer les tendances injustes d'un urbanisme capitaliste en quête de profit. Par exemple, comment attirer les entreprises multinationales, comment créer un cadre de vie agréable pour la classe créative, etc. Cette pratique de la planification urbaine est donc très loin de promouvoir un urbanisme capable, par exemple, de rendre le logement accessible aux plus vulnérables, sans briser des communautés et chambouler des villes. Évidemment, les nouvelles tendances de planification, comme par exemple les smart cities, ne sont pas simplement des façons de repenser la planification urbaine. À mon avis, ce sont de nouvelles manières de collecte de données auparavant inaccessibles qui peuvent maintenant être minées, data mining, pour des objectifs lucratifs. Et puis, comme beaucoup de recherches le montrent, apporter des solutions techniques à des problèmes politiques ne résout pas nécessairement le problème, mais fait que celui-ci perdure sous autre forme. Dans son ouvrage Spaceship in the Desert, Gökçe Gönel parle de ces questions en rapport avec, par exemple, Masdar City, une smart city au Golfe. Là aussi, ça dépend du contexte de chaque pays, avec des tendances communes propres à ces institutions elles-mêmes plutôt qu'aux pays où elles interviennent. Donc, les institutions financières internationales comme la Banque mondiale, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et développement, la BAD, la Banque africaine de développement, sont des banques de développement, et j'insiste ici sur banque. C'est-à-dire qu'a priori, leur fonction principale est de faire circuler leurs fonds d'une manière efficiente sur une période déterminée avec des projets livrables, donc qui assurent le décaissement des fonds alloués avec le moins de risques possible. Mais il y a aussi des idées de développement derrière la circulation de ces fonds. Et comme les fonds, ces idées aussi circulent d'un contexte à l'autre. Par exemple, au début des années 70, la Banque mondiale s'est intéressée à la question du logement abordable. Et avec l'aide d'experts et de chercheurs qui observaient les tendances du self-built housing ou l'autoconstruction en Afrique et en Amérique latine, la banque a commencé à développer des projets de trames assainies.
ainsi que la mise à niveau des quartiers informels partout dans le monde et à promouvoir ces pratiques-là comme des meilleures pratiques, best practices, pour la résorption des bidonvilles et de l'habitat insalubre. Mais vers la fin des années 80, avec les programmes d'ajustement structurel et le retrait de l'État-providence, ces mêmes institutions financières ont changé d'idée sur le développement le plus convenable pour la circulation de leurs fonds. Et au lieu d'interventions en dur, par exemple des trames-assainies ou des équipements de base, elles se sont réorientées vers le local, y compris la question de la décentralisation pour une meilleure gestion urbaine, où les gouvernements locaux et non l'État central réfléchissent et mettent en œuvre des politiques urbaines. À cet effet, ces institutions, alors, doivent réduire les réalités des villes, des réalités très complexes où elles interviennent, à une liste d'indicateurs, une forme de représentation propice à leurs interventions, même si cette manière de connaître la ville nous éloigne parfois de ces réalités multidimensionnelles et plus complexes. Dans mes recherches et l'ouvrage sur lequel je travaille basé sur ma thèse, je m'attarde d'un point de vue critique sur ces questions de représentation et sur leurs effets sur la fabrique des villes du Sud. Je tiens à préciser ici que tout travail technique, comme la planification urbaine, requiert des normes et des formes de représentation. On ne peut pas échapper à ça. Et ces normes et formes sont souvent héritées dans la région de la période coloniale, durant laquelle ces formes étaient pensées et systématisées dans un cadre légal, comme par exemple le Code de l'urbanisme. Donc, ma critique de ces formes de représentation ne veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser, bien sûr non, mais plutôt qu'il faut ouvrir nos pratiques de planification à d'autres formes de représentation qui peuvent et parfois doivent s'opposer à l'hégémonie des normes et indicateurs stipulés par ces institutions financières. Et c'est là, à mon avis, le rôle des urbanistes et d'autres professionnels de la pratique de la ville, comme les architectes et les ingénieurs dans les villes du Sud. Bon, c'est vrai qu'on peut souligner des enjeux communs en termes de gouvernance urbaine qui, encore une fois, ne sont pas spécifiques à la région, bien qu'ils connaissent des manifestations locales assez particulières. Par exemple, les changements climatiques et les risques que ça pose à la durabilité des villes, ou bien le mal logement et l'habitat précaire. Donc, le plus souvent, ces questions nécessitent à la fois des politiques publiques au niveau central, mais aussi des interventions par les villes au niveau local, ce qui nous ramène à la question de la décentralisation. Comme vous avez pu remarquer, mes réponses reviennent à cette idée de déexceptionnaliser la région. Et on peut m'objecter le fait que, par exemple, à l'exception du Liban ou de la Tunisie, les pays de la région ne sont pas démocratiques. Ce qui fait, par exemple, que les réformes portant sur la décentralisation peinent à être mises en œuvre. C'est certainement le cas que les régimes actuels, y compris ceux qui sont démocratiques, ne sont pas investis dans la décentralisation. Au Liban, on n'a pas vraiment de décentralisation effective. En Tunisie, on peine beaucoup à mettre en œuvre ces politiques-là avec des conflits entre le niveau central et le niveau local. Mais comme je discute ce point dans un papier coécrit avec ma collègue Bernadette Berzad, les municipalités ont toujours des marges de manœuvre, même dans les systèmes les plus répressifs, comme par exemple la Syrie. Reste à préciser que la décentralisation n'est pas seulement une question de démocratie ou de ressources financières ou bien d'agencement, c'est-à-dire une démocratie administrative, politique et financière qui sont mises en œuvre dans un ordre particulier pour que ces politiques-là soient efficientes, mais plutôt un processus qui définit les relations entre centre et périphérie. En Tunisie, par exemple, la décentralisation se manifeste comme une demande d'État. Ce n'est pas une demande d'autonomie locale, pas du tout, loin de ça. Parce que les villes, en l'absence de subventions, ne sont pas capables d'assumer leurs fonctions et gérer leur territoire. Donc, il y a une demande d'État ou bien un pouvoir central qui est qualitativement différent. Par exemple, un pouvoir central qui n'exploite pas des ressources régionales pour enrichir certaines régions par rapport à d'autres. Donc, une relation au centre-périphérie moins prédatrice et plus juste.
À mon avis encore, sans recadrer la question de décentralisation comme un rapport entre le pouvoir central et ses fragments, on ne peut pas passer à une réflexion sur les enjeux de l'urbanisation que les villes doivent affronter aujourd'hui. Alors, la fabrication urbaine, comme un ensemble de pratiques assez diversifiées, est un axe de politisation, aussi bien progressive que régressive. Je parle de politisation plutôt que de la participation politique pour élargir un peu notre sens de participation politique au-delà des cadres institutionnels, par exemple par le biais des élections ou encore tout ce qui se passe hors institutions et le plus souvent en opposition directe à ces dernières, par exemple toutes sortes de manifestations, une forme plus spectaculaire de la participation politique. Donc la fabrication de la ville peut bien politiser les acteurs qui y sont impliqués. Par exemple, en Tunisie, et pas qu'en Tunisie, mais je connais ce cas beaucoup plus profondément, les propriétaires des terrains périphériques peuvent décider de s'organiser pour faire parvenir leurs candidats aux conseils municipaux des villes dans le but de protéger leurs intérêts. Même si on n'associe pas ça nécessairement à une participation politique à cause de sa connotation négative, c'est bien une participation là. Je donne cet exemple pour insister sur l'élargissement de ce qui compte comme participation, bien qu'ici, on n'est pas d'accord, les politicologues et moi ne sont pas d'accord sur ce point. La sociologie urbaine de la région a aussi montré que les pauvres, les plus vulnérables, ceux qui fabriquent la ville, par exemple, à partir de ces quartiers populaires, sont aussi politisés, même s'ils ne participent pas dans un cadre institutionnalisé. Je pense particulièrement ici aux travaux de Salwa Smaïl sur l'Égypte et de Asef Bayat sur l'Iran, ainsi que sur la région dans Life as Politics. Dans mes recherches, je montre comment ces citadins tunisiens participent aussi bien dans un cadre institutionnel, par exemple au niveau des municipalités, dans le cadre de la programmation annuelle des investissements, et comment ils réclament des infrastructures des bases qui peuvent leur garantir un minimum de dignité. Quant aux femmes, c'est avec elles que l'élargissement de ce qui compte comme participation politique est le plus utile. Les femmes avec lesquelles j'ai travaillé durant mon terrain de thèse ici se sont investies dans la construction de leur maison, souvent le long de décennies dans les quartiers populaires de Tunis et d'autres grandes villes du pays. Certaines d'entre elles participent à la programmation des investissements annuels organisés au niveau des municipalités, mais la plupart sont peu visibles dans ces réunions. Plutôt que d'analyser leur faible présence comme un manque de participation féminine, il faut considérer que leurs efforts de construire leur demeure au fil des ans constituent les conditions de possibilité du politique. Sans leurs investissements dans la fabrique urbaine, il n'y a pas de demande de municipalité, ni participation efficace, ni en fin de compte, démocratie locale. Alors, avant de parler de défis, il convient à mon avis ici de repartir de quelques définitions. Qu'entendons-nous par urbanisme informel? Des gens aisés, par exemple, qui construisent sur des terrains agricoles, leur propre terrain, mais sans permis, ou sur des terrains hors plan d'aménagement sans respecter le code de l'urbanisme et de la construction, en excédant le coefficient d'exploitation du sol, c'est-à-dire ils construisent 3 étages alors qu'ils n'ont droit qu'un seul. Est-ce qu'on qualifie cet urbanisme d'informel? Ou bien des promoteurs immobiliers qui obtiennent leur permis de bâtir et puis construisent des structures non conformes au permis, le plus souvent dans le but de maximiser leur coefficient d'exploitation du sol et donc d'avoir plus de foncier à vendre. Ou est-ce seulement un urbanisme informel qui pose problème quand il s'agit des pauvres, des vulnérables, des classes moins aisées pour lesquelles l'autoconstruction constitue la seule solution à la pénurie de logements abordables et le manque flagrant de politiques publiques en matière d'habitat. Donc d'abord, dans un vocabulaire alternatif et moins stigmatisant, je propose de parler d'urbanisme populaire,
plutôt que d'urbanisme informel. Et de regarder ailleurs, hors région MENA, et plus spécifiquement l'Amérique latine et l'Afrique continentale, où ce concept correspond à la notion d'économie populaire, donc à la création de valeur. Je pense en particulier ici aux travaux de Veronica Gago et de Abdelmalik Simon. Non pas le sens de la valeur, ici je veux insister sur ce point, non pas le sens de la valeur qu'Hernando de Soto voulait extraire en formalisant, mais au sens de la création de richesses et d'économies locales, sans lesquelles les villes du Sud seraient beaucoup plus injustes encore. Dans ce sens, l'urbanisme populaire ne pose pas plus de défis que l'urbanisme des Starchitects, du logement au standing, de l'urbanisme des villes mondialisées, qui veulent toutes se ressembler. Bien sûr, la mise à niveau des quartiers populaires, une fois construits, est une politique publique très onéreuse, ainsi que le recasement dans les villes nouvelles comme celles construites en Égypte au milieu du désert. Mais dans la plupart des cas aussi, le gain matériel, par exemple la valeur du foncier ainsi libéré, ou bien sociopolitique, qui en résulte, dépasse de loin les dépenses de l'État en termes d'infrastructures. Donc le plus grand défi alors n'est pas la forme urbaine, un urbanisme populaire ou autre, mais l'économie politique qui l'appuie.